Évocation de beauté naturelle ou de richesses architecturales, promesses de montagnes ou de plages ensoleillées, les affiches sont autant d'invitations au voyage. Pour lier en gerbe toutes ces fleurs, d'étroits rubans se déroulent et courent en tous sens. C'est tout un réseau d'artères qui couvre la France, qui se développe, le réseau des chemins de fer français. Le Tour de France des compagnons de jadis était une épuisante promenade éducative. Le Tour de France des chemins de fer est une permanente manifestation de confort et de rapidité. Rendez-vous à Paris, si vous le voulez bien, pour entreprendre ce voyage en long et en large qui confirmera les qualités d'un matériel toujours en progrès et l'inépuisable beauté d'un pays qui sait être tour à tour tendre ou passionné, noble ou débonnaire. Venu de l'ouest ou de l'est ou du nord ou du sud, inconnu mais si vite reconnaissable, voici le touriste qui sera notre compagnon de route. Le spectacle va commencer, le rideau se lève sur une des gares parisiennes, celle où il a débarqué. Point n'est besoin alors de héler un taxi ou de s'engouffrer dans la bouche du métro. Les chemins de fer français ont pris le touriste par la main et ils ne l'abandonneront plus. Un service d'autocar assure la liaison entre les gares de Paris. Voici celui qui va conduire notre touriste de la gare du Nord à la gare d'Austerlitz, point de départ de son Tour de France. Peut-être serait-on tenté de suggérer au chauffeur quelques petits détours à travers la ville, mais la flânerie dans Paris, ce sera pour le retour. L'emploi du temps est devenu ferroviaire, c'est-à-dire qu'il s'est placé sous le signe de la ponctualité. Si le touriste a cependant des inquiétudes à dissiper, des suggestions à solliciter, des précisions à obtenir, on le satisfera avec bonne humeur et compétence au bureau de renseignement, de location ou de change. S'il veut ne point perdre le contact avec sa langue natale, il trouvera à la librairie son journal et les dernières publications de son pays. L'horaire lui permet, il ne s'en plaindra pas, de dîner avant le départ du train de nuit. Apprécier la cuisine française, n'est-ce pas la meilleure façon de se préparer à découvrir la France? Le train est à quai. Il a pris son visage de nuit, et les voyageurs savent qu'ils se rapprocheront, en dormant, de leurs rêves. Et ces rêves portent un premier nom, un nom ensoleillé, où souffle le vent de l'Atlantique, Biarritz. C'est là que nous nous réveillerons demain sans avoir senti fuir les kilomètres. Les couchettes sont confortables et la chanson du rail est une irrésistible berceuse. C'est une impression merveilleuse de se préparer au sommeil alors que les paysages se bousculent dans la nuit. Si les photographies qui ornent ces compartiments s'animaient, elles diraient déjà la beauté de ces lieux que nous réveillons au passage. On entendrait les ondes de son et lumière ressusciter Chambord ou Chenonceau. On se flatterait d'être l'homme de ce siècle qui, s'abandonnant au confort d'une couchette de première ou de deuxième classe, frôle à plus de 100 km à l'heure les ombres de François Ier ou de Diane de Poitiers.
Les réalités du réveil ne sont pas décevantes. Les gestes quotidiens ont perdu de leur banalité et le rideau s'ouvre sur un spectacle plus riche que celui de la rue, les vignobles bordelais. Au bout des rails, c'est Biarritz. Paris est derrière, à 793 km. On va tout de suite au plus loin, on s'avance dans l'océan, sur le rocher de la Vierge. On pourrait s'attarder à la grande plage, mais soucieux de pittoresque, on va vite découvrir de vraies images du Pays Basque. On les rencontre en descendant vers d'autres ports et stations balnéaires réputées. Voici Saint-Jean-de-Luz, dans sa baie harmonieuse. Et voici son port, éclatant de soleil. Et puis enfin, c'est la magnifique plage d'Andaille, étalée au seuil de l'Espagne. Par un matin paisible, les volets s'ouvrent sur un beau paysage baigné de vapeurs légères. C'est l'appel des terres auquel répond le quart des chemins de fer français lancés sur la route des Pyrénées. On apprécie le confort, on admire le spectacle. Les jolis villages basques surgissent avec leurs maisons élégantes. Saint-Jean-Pied-de-Port se révèle, dans un décor de cols, de gorges et de forêts profondes, où l'on s'étonne presque de ne pas entendre les sons graves et désespérés du cor de Roland, appelant son oncle Charlemagne. Le car a repris la route et grimpe vers l'Aubisque. Au col, c'est un des plus beaux panoramas de haute montagne qui s'offre aux touristes. On y fait une halte vivifiante en contemplant les chines de cette souple chaîne des Pyrénées qui déroule d'ouest en est ses pics et ses rondeurs. On s'y attarde aussi en d'amicales rencontres. Puis, le car remonte vers le nord. Il atteint Lourdes, qui depuis près d'un siècle est le lieu de pèlerinage le plus célèbre de la chrétienté. À 40 km de la basilique, c'est la ville de Pau, patrie d'Henri IV, et lieu de villégiature lancé au siècle dernier par les Anglais.
Les jardins et les terrasses sont de vastes balcons, largement ouverts sur les Pyrénées. Ayant repris à Lourdes le train pour Narbonne, on a changé de balcon, mais le spectacle continue. Et le touriste en apprécie la diversité. Le chemin de fer monte vers le Languedoc, cette province où déjà apparaissent les oliviers et les cigales. Du fond des siècles surgit Carcassonne, avec ses murailles crénelées. On s'attarde pour voir apparaître les chevaliers en armure et les guetteurs sonnant de l'olifant. Mais on ne voit passer que le train, anachronique, qui souligne d'un trait précis cet étonnant décor. Encore un bond parmi les vignobles. Et voici Narbonne, sous un ciel de Méditerranée. Narbonne et son palais fortifié, ancien archevêché, dont certaines constructions datent du XIIe siècle. En gare de Narbonne, le Catalan, autorail rapide, assure le relais et va partir pour Avignon. On y retrouve le confort qui n'a cessé de faciliter notre voyage. On démarre à l'heure du déjeuner. Profitons-en pour constater que les qualités de la cuisine française se confirment sous tous les ciels. Voilà bien ce qui caractérise le voyageur du XXe siècle. Sa vie se poursuit sur le rythme habituel. Dormir ou manger sont des actes quotidiens que le voyage non seulement ne trouble pas, mais rend plus agréable. Car il y a toujours cette fuite de l'espace, exaltante, qui développe la joie de bien se reposer ou de bien se nourrir. Ainsi, le train file et la Camargue est là, avec ses manades de taureaux et son pittoresque. Puis, ce sont les Saintes-Maries de la Mer. Et le train file toujours, faisant jaillir les paysages comme les cailloux sous les sabots d'un cheval. Avignon, cité des papes. Le pont Saint-Bénézet, vieille ronde. En gare, le touriste trouvera aussi à s'instruire. Il y découvrira ces trains auto-couchettes qui sont une innovation récente, particulièrement heureuse. Les chemins de fer vous aident à mieux profiter de votre voiture. Ils la transportent avec vous aussi aisément que vos bagages. Et quand elle vous aura suffisamment promené sur les routes de votre choix, ils la ramèneront aussi aisément, aussi rapidement dans votre pays d'origine. Le Mistral. Savez-vous ce que c'est? Non, ça n'est pas le grand poète provençal ni le vent impétueux qui descend la vallée du Rhône, mais ce train, racé, qui roule à 150 km à l'heure, sans altérer la sérénité souriante des voyageurs, installés au bar et bavardant comme au coin du feu. Au terme de cette performance, il y a Marseille. Marseille, porte du large, Marseille, le grand port actif et coloré.
Maintenant, coiffé d'un discret panache de fumée, le Mistral longe la Méditerranée, l'éternelle, l'inoubliable Côte d'Azur. C'est une symphonie de couleurs, de bleus profonds, de blancs éclatants, de rouges cuivrés. On entre en gare de Cannes, où la lumière est blonde et les ombres bleues. C'est dans la rade, face au port où se gonflent les voiles, que nous sentirons tout ce que le soleil apporte de vie joyeuse à ce coin de France. Ici, le confort n'est plus seulement sensation physique de bien-être, mais joie de l'esprit. Et cette joie va se développer aux fenêtres de l'autorail qui maintenant part de Cannes pour Menton. De train en car et de car en autorail, le touriste a changé souvent de fauteuil. Mais le confort et la qualité du spectacle sont immuables. Pour le voyageur, le décor est le même, aussi riche en lumière et en couleurs. Il a beaucoup servi ce décor, mais il est toujours aussi brillant, et le rocher de Monaco n'a rien perdu de son harmonieuse puissance. La plage de Menton est un terminus. On est revenu à Nice, où le service train-auto va permettre à notre touriste de manifester son indépendance. Il l'avait prévu et organisé au départ. La voiture l'attendait, il a suffi de prendre le volant, et maintenant l'itinéraire lui appartient. Évasion par des routes pittoresques. On peut respirer à plein poumon. La campagne embaume. À tel point que certains la mettent en bouteille. Gageons que l'empereur en redingote grise qui, un jour de mars 1815, poussa son cheval sur ce chemin rocailleux, désormais interdit, se souciait peu des parfums de la nature. Mais on oublie vite le passé, en ces lieux où la photo fixe le souvenir de rencontres si gracieuses. Après quoi, le touriste s'abandonnera au grandiose en contemplant les gorges du Verdon. Il aura largement profité de son indépendance et pourra ramener sa petite voiture à Nice, devant la gare des chemins de fer de Provence, où il la quittera. Adieu Méditerranée. Le voyage du retour s'amorce. Le touriste s'est laissé reprendre par la main en toute quiétude.
Pas même une légère mélancolie en contemplant les dernières images de cette Provence, noble et vibrante, blonde et parfumée, dont un miroir d'eau une dernière fois reflètera le ciel. Voici Digne. Terminus de la ligne des chemins de fer de Provence. Apparition de l'autorail panoramique qui va monter jusqu'à Grenoble. Changement de décor. Ici, tout a été conçu pour la satisfaction totale du voyageur spectateur. Le paysage s'inscrit tout entier dans de vastes baies. Sur un simple geste, la ventilation se règle à la convenance de chacun. Il n'y a plus qu'à s'abandonner au bien-être. Après Sisteron, dernière ville provençale, c'est le Dauphiné. À Serres, la montagne apparaît. Par toutes les baies de l'autorail panoramique de première ou de deuxième classe, la chaîne des Alpes se rapproche. Grenoble, jeune et gai, cerné de montagne, attend notre touriste. Celui-ci a quitté le train et va demander au quart de lui faire toucher du doigt ces géants coiffés de neige. C'est un car nerveux qui connaît les caprices de la route dès qu'elle atteint les gorges de l'Arly. Et la maîtrise du chauffeur, averti, assure une souplesse étonnante aux virages les plus rudes. Par Mégève, Combloux, Salanches, on va vers Chamonix. Le Mont Blanc, dans toute sa majesté, voit venir à lui le touriste. On traverse Saint-Gervais, un nom que l'on prononce avec un peu de regret, car c'est ici que nous prendrons plus tard le train pour Paris. Pour l'instant, remercions le car de ne point s'y arrêter et de nous conduire directement en gare de Chamonix. Nous y voici.
Point d'émotion apparente sur le visage du voyageur. Tout a été si facile, de rail en route depuis le départ de Paris. On s'est laissé porter en faisant le seul effort de monter ou de descendre. Et l'on trouve tout simple d'être au pied du géant. En ces lieux qui, il y a moins de 2 siècles, inspiraient les plus vives terreurs. Le train de Chamonix, rouge et blanc, semble, à l'échelle du décor, un joli jouet qui se glisse dans la vallée. On peut ainsi courir jusqu'à la frontière suisse à Valorcine. Et notre touriste peut alors avoir l'impression d'être lui-même un objet de curiosité, car le Mont Blanc est partout, toujours présent, qu'il regarde. De cette confrontation, le voyageur pourrait se sentir humilié, il ne sera que pénétré de mélancolie. Car le petit train quitte maintenant Chamonix pour le ramener à Saint-Gervais-le-Fayet, où l'attend le train de Paris. Et les dernières images y gagneront une majesté toute romantique. À Saint-Gervais-le-Fayet, les longs wagons d'acier réapparaissent. Ils expriment force et puissance, on y retrouve le décor d'un grand voyage, celui qui propose détente et méditation. Dernier regard, en plissant les yeux pour mieux conserver sous les paupières l'éclatante limpidité du lac du Bourget, immortalisé par Lamartine. L'esprit comblé, notre touriste pourra goûter à des joies plus matérielles. Même au terme de ce voyage solitaire, il pourra s'essayer à communiquer ses impressions à quelques sympathiques voisines de table. Ainsi s'achèvera ce rapide tour de France, qui, entre la couchette du départ et le restaurant du retour, se sera tout entier inscrit sous le signe du confort et de la vitesse. Une gare parisienne va boucler le circuit. 3000 km de rails et de route. C'est peu pour avoir fait si riche moisson d'images entre les flots de l'océan et les cimes alpestres. Sans transition brutale, le relais toilette de la gare va permettre aux touristes de reprendre contact avec la ville. Rafraîchi de pied en cap, il pourra partir vers d'autres découvertes. Paris est là.